Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans les conversations. C'est un nouveau format d'échange avec les acteurs de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. C'est organisé par le collectif Singularité Hotel & Lodge. On vous retrouve chaque mardi, chaque jeudi à 18h pour 30 minutes de conversation pour partager ensemble des clés concrètes pour sortir de la crise, construire une économie résiliente, prospère et à impact positif. Je suis Laurence Faye, membre de l'équipe Singularité. En charge du pôle Sales. J'ai le plaisir ce soir de recevoir François Marie, directeur général d'exploitation de Naos Hotel Group. Bienvenue François. Merci d'avoir accepté cette invitation. On va être ensemble pour 30 minutes. Ma première question serait de savoir comment tu vas, toi, la famille et les équipes. Écoute, merci pour ce temps de qualité que tu organises aujourd'hui. Au niveau privé, en pleine forme, on respecte le confinement, donc la santé est là, pas de bobo. Ça donne d'ailleurs un petit peu de temps nouveau à chacun pour avoir du temps pour soi, pour la famille. Donc ça, c'est très agréable. Le fait de plus avoir de déplacements, ça donne du temps de qualité également et moins de stress avec tous les retards habituels de tous ces déplacements. Niveau pro, on prend aujourd'hui chez Naos Hotel Group le temps de bien réfléchir et de bien travailler en profondeur sur les programmes notamment à venir. Donc ça, c'est également très intéressant pour nous, intellectuellement et aussi pour la continuité de l'entreprise. Et puis, comme tu posais la question pour les équipes, il y a eu plusieurs phases, j'ai l'impression, avec un tout petit peu de recul. On a été d'abord, toujours là encore avec beaucoup de chance, sans bobo. Aujourd'hui connu à date. Donc ça, c'est quand même très important qu'on n'ait pas été impacté. Je pense que tout le monde est assez sérieux là-dessus. Et puis niveau pro pour les équipes, on a vécu des phases d'abord violentes au départ, puisque on a tous appris un vendredi soir qu'il fallait le lendemain soir fermer d'abord les points de vente restauration. Donc on a appris, ce qui n'est pas coutume dans nos métiers, de fermer des établissements. Ça s'est fait en 48 heures. Ça a été brutal, violent. Il y a eu quand même une certaine tristesse à travers les équipes. Et puis derrière, on a tous un peu pris du recul. Et maintenant, c'est plutôt dans l'effervescence de vouloir réouvrir. Et donc, tout le monde est complètement prêt et tout le monde est très dynamique à l'idée de pouvoir se reprojeter sur une réouverture. Donc, on a appris à gérer les hôtels, on a appris à les ouvrir. On a appris récemment et subi les fermetures. Et maintenant, il va falloir apprendre à faire quelque chose qui s'appelle réouvrir un hôtel. Et ça, il n'y a personne qui sait vraiment le faire aujourd'hui. Bon, on va avoir des nouvelles, je pense, d'ici quelques jours sur les décisions gouvernementales. C'est vrai qu'on espère tous pouvoir sortir. Toi, tu as rejoint Naos Hotel Group en 2019. On va expliquer peut-être ce que c'est que Naos Hotel Group également. Est-ce que tu peux nous parler déjà de ton parcours ? Oui, tout à fait. J'ai un parcours assez traditionnel dans l'hôtellerie avec en amont une école hôtelière. Derrière, j'ai fait mes armes dans la restauration dans différents pays, en passant par le Royaume-Uni, la Guadeloupe dans le cadre de mon service militaire, puis la Suisse. Et j'ai vraiment commencé à gravir les échelons dans ce métier qui est l'hôtellerie, la restauration, le tourisme au sein du groupe Mövenpick, près de Disneyland Paris, là où j'ai fait mes armes comme numéro 2 d'un gros établissement. Pour rencontrer des gens qui ont vraiment structuré ma carrière et qui ont fait que assez rapidement, je me suis retrouvé responsable d'un double hôtel de 800 chambres sur la plateforme de Disney pour un groupe autrichien, ce qui m'a donné toute la composante et la complémentarité de pouvoir continuer. Donc ensuite, je suis passé sur la République tchèque, toujours pour le même groupe autrichien, où j'ai créé une division régionale pour gérer 9 établissements hôteliers. Donc, ça allait là du 2 étoiles bien placé au centre-ville jusqu'au 5 étoiles Leading Hotel of the World. Donc, c'était un peu un grand écart en termes de portfolio. C'était vachement intéressant à mettre en place auprès des propriétaires, auprès des équipes et auprès des clients. Et puis, après ces années passées en République tchèque, Disney m'a rappelé pour cette fois-ci compléter mon métier pur d'hôtelier traditionnel vers du project management. Et j'ai eu la chance de pouvoir participer avec Disneyland Paris et Center Park à la préouverture de Village Nature Paris, un site proche de Disneyland Paris, qui est une nouvelle destination touristique qui a ouvert il y a maintenant 2 ans, avec 1500 unités d'hébergement et qui est la propriété de Disney et de Pierre Vacances Center Park. Après cette belle expérience dans des sociétés multinationales, je suis reparti dans une société plus familiale en Belgique où j'ai travaillé pour un prince. Et ce prince était propriétaire de 400 hectares pour créer une destination touristique
assez similaire de Village Nature Paris, mais avec pas mal de spécificités également. Mais là, j'étais pas vraiment dans le monde du tourisme, j'étais plus dans le monde du financement d'abord, avant de construire, puis de la construction, puis de l'immobilier, puisque tout ce que nous construisions, nous le vendions, et donc dans la programmation. Et ça a été aussi une nouvelle belle expérience. Et puis après ces années de project management, j'ai ressenti, j'ai voulu revenir un petit peu à mes premiers amours, c'est-à-dire l'exploitation. Et c'est là que j'ai rencontré le groupe Naos Hotel Group, dans lequel je me trouve maintenant depuis presque 8 mois, avec le plus grand des plaisirs. Donc Naos Hotel Group, si on doit un petit peu le décrire, c'est une société d'investissement et de gestion d'actifs hôteliers. 3 collections d'hôtels, si je ne me trompe pas. Parfaitement. Vous avez 4 hôtels en exploitation, 15 hôtels à venir, beaucoup de projets en discussion. Tu peux nous le décrire un petit peu plus ? Tout à fait. Naos Hotel Group, c'est une formidable aventure. Je dirais 2 mots qui me viennent à l'esprit, c'est le mot unique et le mot fantastique. Unique dans le sens où Naos Hotel Group en France, c'est le seul groupe qui est capable de réunir en interne l'ensemble des compétences qui permettent d'étudier un projet, d'assurer sa faisabilité, de lever les financements, de rentrer propriétaire des murs et des fonds, d'avoir une division en interne de programmes de construction, de cabinets d'architecture intérieure et donc ensuite d'exploitation, bien évidemment, le tout en s'adossant aux 2 plus gros acteurs mondiaux de l'hôtellerie que sont les enseignes Hilton et les enseignes Marriott. Et ça, en France, il y a pas cette compétence et cette expertise au sein d'un seul et même groupe. Donc, c'est un groupe qui a été fondé par notre président Pascal Lemarchand en 2007 et qui a mis plusieurs années à se construire et qui aujourd'hui arrive dans le mot fantastique, c'est-à-dire que de 4 hôtels ouverts sous la marque Hilton, on a aujourd'hui, comme tu le rappelais, 15 hôtels signés ou en cours de construction avec tout autant d'autres nouveaux projets. Ce qui veut dire qu'on va vivre entre 2020 et 2024 une phase de croissance exponentielle pour passer de 500 chambres aujourd'hui à plus de 4000 chambres dans quelques années, sur des projets qui sont très ambitieux, sur des projets toujours avec les franchiseurs Marriott et Hilton à nos côtés. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en fait, je dirais un petit peu le business model, c'est de réinventer des lieux de vie, des concepts urbains, d'aménager, en fait, réhabiliter des quartiers autour de destinations qui sont MICE, donc plus tourisme d'affaires. Mais vous avez, parmi ces 3 collections d'hôtels, si je ne me trompe pas, des projets de rénovation d'hôtels de luxe, comme un très beau projet que vous avez sur Dijon. Oui. C'est ça ? Oui. Si on devait donner un ADN pour le groupe, quel serait-il ? Cet ADN de Naos, ou en tout cas ce fil conducteur autour du président fondateur qui est quand même qui a son empreinte physique et moyen et long terme sur l'entreprise, c'est de faire des choses qui font du sens. Donc, c'est pas de privilégier la quantité, mais surtout la qualité, et c'est de s'inscrire sur le long terme, sur des créations de valeur, des créations de lieux de vie. Ça veut dire qu'on va pas être intéressé forcément pour acheter un hôtel qui a un superbe emplacement, qui performe déjà très bien, là où on aura très peu de valeur ajoutée. On va plutôt être dans la création des quartiers en devenir et aussi dans la restauration de magnifiques bâtiments pour les transformer ou les retransformer en lieu de vie avec à l'intérieur une programmation d'hôtellerie-restauration. Donc, c'est dans cet esprit que Naos s'inscrit, le tout en France entière et sur des destinations où on vérifie bien sûr les emplacements, on les étudie avec nos franchiseurs et l'ensemble de l'expertise du groupe Naos permet de développer ces nouveaux lieux de vie. Donc, on a des exemples aujourd'hui réels qui sont Clichy en Île-de-France où on est dans la zone de demain avec un énorme développement urbain, un énorme développement de bureaux, un énorme développement nice. On a de la même façon Massy qui est ouvert sous l'enseigne Gare de Lille, en face de la gare TGV qui là aussi ce quartier a été métamorphosé au cours de ces dernières années. On est sur des hôtels à Bordeaux où Bordeaux on est quai de Paludat, c'est-à-dire en fin de quai centre-ville, là où le quartier se développe énormément aussi avec des nouveaux sièges qui arrivent. Mais on est à la fois sur des city centers comme Paris Centre, on est aussi sur les aéroports et on est aussi sur des destinations un peu plus spécifiques, là où il y a des bâtiments. Tu parlais de Dijon tout à l'heure, on est sur un hôtel 5 étoiles, gamme Curio chez Hilton, à Dijon, et on s'est inséré dans la future Cité internationale de gastronomie et du vin. Donc, on est toujours dans ces métiers de bouche à l'intérieur de la création de ces lieux de vie. Magnifique.
Ouais, c'est un beau programme. C'est un beau programme. C'est un beau programme. Et ton poste est directeur général d'exploitation. Ça veut dire que tu es en lien transversal avec l'IT, le département finance, le marketing, les travaux. Tu peux expliquer un petit peu plus tes fonctions et en ce moment, le fait que tout le monde soit confiné, est-ce que ton travail a changé par rapport à l'avant-confinement? Comment tu fonctionnes? Bien sûr, mon travail a évolué ces dernières semaines. D'un point de vue général, et en premier lieu, Naos était très performant et puissant sur la cellule construction, aménagement intérieur, gagner des projets, signer, les développer, les construire. Et il était temps de venir renforcer une équipe exploitation qui était déjà bien performante sur site, mais de se projeter sur les années de demain, puisque on va passer de 200, 300, 500 chambres à 4000 chambres. Donc, il était temps d'assurer le relais et de faire un peu des passes comme au rugby pour s'assurer que l'ensemble du groupe puisse continuer à performer en temps et en heure. Mon rôle, il est effectivement sur plusieurs axes aujourd'hui. Sur le directeur général d'exploitation, il y a d'abord un rôle transversal au sein de Naos Siège. Et ce rôle transversal, tu l'as nommé, il est évidemment au sein des équipes programmation, développement, architecture, finance, où on est en train de programmer l'avenir de Naos de demain. Et ce rôle transversal, il a aussi une caractéristique forte sur l'innovation, sur le marketing, qui sont des notions très importantes chez nous et des secteurs bien développés. Et puis, il y a deux autres casquettes importantes, là, cette fois-ci plus sur l'exploitation, qui sont en hiérarchique, cette fois-ci, de m'assurer de la gestion des hôtels qui sont ouverts. Et donc, ça, c'est du quotidien, c'est de l'exploitation, c'est de l'opération, puisque même si on est franchisé avec ces deux gros drapeaux au-dessus de nous, on est responsable de l'ensemble de la gestion des hommes. Et dans nos métiers, quand on gère la gestion des hommes, le reste suit en général, que ces hommes soient des clients ou que ces hommes soient des employés. Et puis donc la troisième partie après gérer ces hôtels, c'est donc d'ouvrir chaque année de nouveaux établissements. C'est pré-recruter, pré-ouvrir l'ensemble des équipes qui doivent être performantes et prêtes à opérer des nouveaux établissements. Et il faut assurer ces trois casquettes-là en parallèle pour être sûr que quand on a une montée en charge d'un hôtel à ouvrir, puisqu'on sait tous que c'est très énergivore, on n'arrête pas la famille exploitation du quotidien et on n'arrête pas non plus la famille programmation, puisque en programmation, on n'a jamais le temps de pouvoir recadrer les permis de construire, etc. Donc, il faut toujours être partout. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de densifier la cellule exploitation chez Naos Hotel Group pour pouvoir subvenir à l'ensemble de ces besoins clés pour l'avenir du groupe, puisque l'avenir du groupe, c'est une exploitation pérenne et long terme. Oui. Et en fait, la crise sanitaire, elle a stoppé le tourisme mondial, mais elle a stoppé aussi votre activité, que ce soit les hôtels en exploitation ou Bien sûr. Il y a je dirais un peu la baseline de Naos Hotel Group, c'est de dire la meilleure façon d'anticiper le futur, c'est de le créer. Ouais. Si on devait un peu se projeter, et surtout pour les personnes qui nous suivent, hein, c'est la raison pour laquelle on fait les conversations, j'aimerais bien avoir ton avis sur, pour toi, qu'est-ce que ce seraient les prochains défis de l'hôtellerie. Alors peut-être pas à court terme, en sortant de cette crise, mais puis tu as un background très hôtelier, très F&B. Toi, tu verrais ça comment? C'est une question vaste. C'est une question dangereuse, hein, puisqu'on voit bien que les temps sont très changeants et celui ou celle qui serait capable de répondre à cette question, je pense qu'il faut s'en méfier. Tellement il y a d'incertitudes aujourd'hui. Maintenant, on a chacun ses expériences et on a chacun ses sensations. D'abord, je crois qu'il faut être humble, il faut être à l'écoute, il faut être attentif. Parce que ce qui nous attend demain va nécessiter un grand degré de flexibilité, de modularité, et donc il va falloir être le plus agile possible. C'est aussi une force de Naos Hotel Group, bien qu'on ait des gros acteurs franchiseurs au-dessus de nous, on a cette capacité d'être en circuit court, d'avoir notre propre équipe qui réagit très vite, là où j'ai vécu d'autres expériences dans des chaînes internationales, où il y a un temps d'inertie nécessaire qui est bien plus long que celui que nous aurons, nous, chez Naos Group. Après, pour les tendances, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que nous, chez Naos, on va pas avoir à réouvrir nos hôtels immédiatement avec agressivité. On va vouloir le faire bien. On va vouloir le faire quand on aura le droit d'abord et on va vouloir le faire quand on aura l'intérêt de le faire, que cela soit sur cet été ou post-été, en fonction de ce que vont nous annoncer les gouvernements, puisque l'hôtellerie repartira à partir du moment
où on aura le droit de revoyager. Ça, c'est la première composante. Et la deuxième composante, ça va être, est-ce qu'on est obligé d'avoir des distances de sécurité, bien sûr, au début du confinement, mais jusqu'à quand? Ça va un peu driver le business. Business qui va être sur plusieurs axes. J'avais la chance cette semaine de participer à une session de Hilton avec des gens très influents. Et les tendances, c'était quand même de dire que ce qui s'est passé en Chine va certainement nous arriver parce qu'ils ont un mois ou 6 semaines à peu près d'avance, entre guillemets, sur nous là-dessus. Le business domestique loisir revient fort. Ça, c'est la première chose qui a rempli les hôtels. Les gens ont besoin de se retrouver en famille et de revoyager à l'intérieur de leur pays. Donc, c'est une composante intéressante pour nos hôtels à Bordeaux ou à Paris, qu'on ait demain des city breaks. Et puis, après, le business individuel corporate. C'est sûr que tout ce qui sera MICE, tout ce qui sera congrès, sera décalé dans le temps sur une durée encore assez longue, de reprise et de reconstruire nos business. Pour ce qui est maintenant des tendances un peu plus long terme, pour sortir un petit peu de ce contexte coronavirus, on est nous chez Naos en termes de business convaincus qu'il faut créer des lieux de vie dans des zones urbaines et que pour pouvoir vivre 7 sur 7 et 365 jours par an, il faut avoir des hôtels qui soient capables d'abord d'aller chercher de l'international, bien sûr, du national, que ce soit sur le MICE ou le corporate, mais aussi du local. Et c'est pour ça qu'on s'inscrit dans notre groupe avec des marques filles, des marques mères, qui sont nos points de vente restauration comme Babette, où on va chercher de la restauration locale, où on va chercher une clientèle locale, où on a des animations spécifiques pour les gens du quartier, et on fait en sorte que nos hôtels soient des lieux très poreux pour pouvoir absorber l'ensemble et cette multiplicité de clients qui fait et qui crée un lieu de vie. L'hôtel, c'est un lieu de sociabilisation. C'est vrai qu'on va devoir imposer des règles sanitaires très strictes et en fait, il n'y a que la politique de communication qui va rassurer les clients et qui va faire que l'hôtel est un lieu de sociabilisation et pas un lieu de distanciation. Moi, je pense à deux choses. Est-ce que déjà, actuellement, tu travailles sur cet aspect avec les équipes? Première question. Et ma deuxième question, est-ce que selon toi, à l'issue du 11 septembre, je voulais faire un parallèle sur l'aviation et le fait qu'on ait mis en place des règles très strictes de sécurité qu'on a imposées au monde entier, qui commencent par le moment où on arrive à l'aéroport, où on va contrôler les pièces d'identité, les bagages, jusqu'à ce qu'on rentre, etc. Et on peut se dire que tout le monde, en fait, a pris ce pli-là. Est-ce que, selon toi, et là, c'est un avis personnel, tu penses que les règles sanitaires qu'on va devoir mettre en place, que ce soit dans les restaurants ou que ce soit dans les hôtels, est-ce que les clients vont s'adapter à ce nouveau mode de voyage? Je crois que c'est une question importante et au vif du sujet. C'est quand tu dis les clients, c'est nous en fait. Il faut vraiment toujours. C'est comme ça que je me projette. Quand on fait quelque chose, c'est est-ce que moi, en tant que consommateur, je réagirais de cette façon? Je disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, mais il y a en tout cas une chose qui est sûre, c'est que la connotation d'hygiène, la connotation de sécurité sont des mots qui vont recréer la confiance et qui vont pour sûr convertir le redémarrage et la conversion des réservations. Ça, c'est clair et net. Donc, évidemment que nous sommes très actifs sur ce point-là. Tu me demandais comment était mon contenu aujourd'hui de travail. Donc, il y a d'une part travailler sur la programmation des futurs projets, mais aussi préparer la réouverture des hôtels de façon propre, de façon stable, à la fois pour les équipes et bien sûr pour les clients. J'imagine bien qu'avec des gens comme Hilton et Marriott, on a de fortes recommandations parce qu'ils sont très américanisés sur ces standards-là qui sont encore plus drastiques que ceux qu'on peut trouver en France. On a également nos propres compétences en interne et puis on a aussi nos sous-traitants qui sont des sociétés assez grandes qui nous permettent également d'avoir des conseils. Donc, on va un peu condenser et compiler ce que l'État nous oblige à faire, puis ce que les marques et nous-mêmes souhaitons faire pour rassurer les clients. Et on parlait d'opportunités tout à l'heure. Je pense qu'il va y avoir une opportunité pour les hôtels de groupe et les hôtels de marque qui vont pouvoir rassurer et mettre en place des process viables de désinfection et aussi de faire en sorte que nos outils vont permettre de beaucoup moins avoir de contact avec les clients
On prend l'exemple des clés de chambre aujourd'hui, qui vont être des vecteurs certainement de contamination entre guillemets. Et nous, on est d'ores et déjà avec des serrures électroniques qui permettent, avec ton smartphone, d'ouvrir ta porte de chambre et donc de minimiser l'ensemble des contacts et donc des pollutions. Donc tout ça, ça va être des facteurs qui étaient aujourd'hui naissants et qui vont devenir une réalité très rapidement, beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. Donc, la technologie au service de l'hygiène, c'est quelque chose qui fait du sens. Voilà. Et qui va faciliter le travail des équipes d'une part et la confiance que vont avoir les clients d'autre part par rapport aux établissements. Alors, oui, tout à fait. Et puis, tu posais aussi la question de savoir si ça va devenir un standard. Demain, il est évident que, comme dans aujourd'hui certains aéroports, dans un hôtel, dans un lobby, on trouvera du gel. On trouvera toutes ces sortes d'appareils hydroalcooliques dans les chambres, etc., pour que ce soit devenu un standard comme un amenities. Et je pense qu'on sera très sensible à ça et que ça deviendra un standard parce que ce qu'on vit aujourd'hui, si c'est pas nous, nos futures générations vont le vivre à nouveau. Donc, il faut s'y préparer. Et on parlait encore une fois d'opportunités. Cette hôtellerie versus d'autres compétiteurs, je pense que là aussi, on a une carte à jouer, nous, hôteliers, parce que aujourd'hui, nous, on va être capable de prouver et de montrer qu'on sait nettoyer un hôtel à la réouverture et après le séjour d'un client. Là où je pense qu'il y a des Airbnb qui vont peut-être marquer le pas parce que ce sera pas forcément encadré, ce sera pas forcément traçable. Et je pense que c'est vrai qu'on est dans une catastrophe économique, c'est sûr. C'est sûr que la reprise va être progressive, elle va être lente, il va falloir avoir les reins solides, c'est clair. Mais à l'intérieur de tout ça, je pense qu'il faut que nous, hôteliers, on aille chercher du business, on aille récupérer du business. Ça peut être aussi le cas avec les OTAs qui nous mettent en avant de façon admirable. Mais je pense que le client, aujourd'hui, nous, on a besoin de s'assurer de flexibilité d'annulation, ce que nous avons fait, nous, chez Naos. On a annulé et reporté l'ensemble des séjours, évidemment, extrêmement rapidement sur les mois à venir. Alors, en mars, on parlait de report sur juin. Aujourd'hui, on est sur fin 2020, voire 2021. Et je crois que le client sera rassuré avec cette grande flexibilité d'annulation, de report et de réserver en direct. Donc là encore, je pense qu'on a nous, hôteliers, des choses à aller chercher pour repartir le plus sereinement possible. Ou à revaloriser, en fait, ce que font beaucoup d'hôteliers, mais qui ne le valorisent pas parce que peut-être manque de moyens, manque de temps, les OTA se chargent d'une autre communication. Donc, c'est juste ce que tu dis et c'est bien de le redire parce que c'est vrai que les hôteliers font beaucoup de choses et des fois, par rapport à Airbnb, casse un peu ce message commercial qu'il faut revaloriser. Je pense qu'Airbnb s'est mis sur le devant de la scène de façon négative lors des annulations et on a bien vu que chacun devait négocier avec son propre propriétaire pour son séjour une annulation, un report, des penalty fees, etc. Alors que nous, hôteliers, je crois qu'on a vraiment été exemplaires. En tout cas, chez Naos, tout ce qui était contrat signé, entre guillemets, n'était pas important. Nous, c'était d'abord la santé et c'était d'abord le fait de sécuriser du business long terme et de comprendre que le client n'annulait pas juste pour annuler, mais annulait pour des raisons majeures. Donc, on a vraiment été très accompagnateurs avec nos équipes commerciales pour l'ensemble de nos clients individuels et groupes. Et ça, le client s'en souvient. Bien sûr. C'est entre guillemets égoïste. C'est d'abord humain, je trouve. Et puis derrière, c'est pour sécuriser du business sur les années à venir. Donc, il y a une logique derrière. Bien qui est en premier lieu un aspect tout à fait entendable humain d'annulation sans frais. Ce serait quand même inadmissible de facturer des frais là-dessus. J'avais envie d'avoir ton point de vue aussi, de par ton background au niveau de Village Nature et le gros projet suivi en Belgique par rapport à l'impact du Covid sur les politiques éco-responsables. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer ? Est-ce que ça va avoir un impact ou pas ? Ouais. Que ce soit dans les destinations touristiques ou dans l'hôtellerie plus traditionnelle, je crois qu'on est quand même bien en avance sur les sujets et bien au fait surtout sur les sujets d'éco-responsabilité. Maintenant, j'avais un exemple justement dans cette conférence cette semaine d'une personne qui était propriétaire de plusieurs hôtels en Chine. Et je suis pas sûr qu'il y ait toujours des bons exemples à la reprise, puisqu'elle nous expliquait que comme il y avait peu de transports en commun et que les gens avaient peur de reprendre les transports en commun, tout le monde prenait sa voiture, ce qui fait qu'il y avait des embouteillages monstres autour des mégalopoles et qu'en termes de responsabilité, c'était pas vraiment génial. Donc la reprise du travail, il faudra faire attention à ne pas revenir plus pollué qu'avant. Ça c'est clair. Pour revenir sur un exemple plus précis d'hôtellerie-restauration,
développement durable résonne aux yeux de tout le monde. C'est même pas une question de, il peut pas y avoir un département. Ça fait partie de notre ADN aujourd'hui. Et je crois vraiment qu'il va y avoir une prise de conscience de nous tous sur un achat beaucoup plus local, un achat beaucoup plus logique. On prône ça, nous, chez Babette, dans notre enseigne de restaurant, où on mange frais, on mange sain, on mange local, on mange français. C'était des choses qui parlaient déjà. Babette, c'est mignon, ouais, et ça marche bien. Et ça résonnait déjà positivement. Il y a toute une communauté qui suit ça, mais ce sera encore plus renforcé demain. Je trouverais ça complètement normal qu'après-demain, on nous taxe des produits de matières premières plus forts quand ce sont pas des produits de saison, pour faire en sorte qu'on consomme beaucoup plus des produits de saison et qu'on arrive sur la carte à pricer des prix moins chers parce que ce sont des produits de saison. Il faut qu'on arrive dans ces attitudes-là. Il faut pas interdire, mais il faut taxer là où ça ne fait pas du sens. Parce que une tomate qui a fait 2 fois le tour de l'Europe avant d'arriver dans une assiette, on n'a pas payé le producteur et on a pollué la planète. Donc tout ça, évidemment, c'est des choses évidentes, mais c'est des choses qui vont être beaucoup plus, à mon avis, résonantes pour chacun d'entre nous. Bon, c'est des bons, c'est des bonnes thématiques. Si je devais prendre quelque chose d'un peu plus positif, à l'issue de cette crise, bon, on espère qu'elle est bientôt finie. Ouais. Ce serait quoi ta première sortie? Si tu poses la question à mon président, il va dire de vite retourner au siège. Mais donc, il faudra pas lui montrer ça. Non, ma première sortie, ça va être trois priorités. Reprogrammer avec mes amis ce qui a dû s'annuler. Et là, j'ai pas mal d'amis, notamment encore en République tchèque, où eux, ils sont confinés jusqu'à, en tout cas, à la fin de l'été. Donc, il va falloir, ce sera mon souhait de repartir de l'avant avec les amis, évidemment de revisiter la famille. Ça, c'est important. Et puis, peut-être plus égoïstement ou individuellement, j'avais mon billet pour France-Irlande au Stade de France pour le tournoi Destination. Et il n'est pas question que ce match, j'y aille pas et j'irai voir la France gagner le tournoi du Destination prochainement. Voilà. Qui est quelle date? Aujourd'hui, il parle de reporter ça sur le mois de septembre-octobre. Et ça se comprend puisqu'on ne peut pas avoir 80 000 personnes du jour au lendemain qui soient proches les uns des autres pour aller regarder un événement sportif, bien sûr. Bon, voilà. C'est des beaux projets personnels. En tout cas, ce que j'aimerais, c'est te souhaiter une bonne réouverture des établissements et que tous les projets que vous avez, que vous arriviez à rester dans ce calendrier qui a été fixé. Hein. Bien sûr. Je voudrais te remercier pour ce temps passé ensemble, pour cette conversation. J'espère que nos échanges et les thématiques plairont à notre audience. On voudrait vous donner rendez-vous mardi prochain avec Xavier Antonios, qui est le président du directoire d'1-2-3 Investment Manager, qui va être interviewé par Laurent Beaulieu de l'équipe Singularité. Dire un grand merci à Hotel & Lodge de nous permettre chaque mardi, chaque jeudi de vous donner rendez-vous pour cette série de conversations. D'ici là, vous prenez soin de vous. François, à bientôt. Merci Laurence, merci de ton temps, bonne continuation et puis à bientôt. À très vite, merci Laurence, merci beaucoup, au revoir.